Bon, ben on va recommencer, même si les personnes ne sont pas encore revenues de déjeuner. Donc nous allons commencer cette troisième partie. Et je vais tout de suite appeler Jean-Jacques Dumont, qui parle en son nom et au nom de Patrick Fayolle, sur les questions préliminaires à l'étude du retentissement des traumatismes crâniens légers. Donc à toi Jean-Jacques, pour un quart d'heure. Merci Anne. Je voudrais d'abord dire le plaisir que j'ai de me retrouver avec cette structure France Trauma Crânien que je côtoie depuis, ma foi, de nombreuses années. Sur le badge, vous m'avez encore traité de psychiatre. Je suis un psychiatre qui a passé sa vie à faire de la rééducation neurologique et neuropsychologique, et je suis surtout retraité. Donc c'est probablement la dernière fois que vous me subissez. Si vous avez remarqué, j'ai rajouté quelques, parce que j'avais mis questions préliminaires et la modestie m'a fait rajouter quelques. Je voudrais surtout, à la fois, il y a deux mots qu'il faudrait que qui vont structurer mon propos. C'est le mot de garder raison, bon sens, mais en même temps complexité. Je crois que là on est dans un domaine où c'est avec ces deux outils qu'on peut s'aborder, et qu'on peut s'aborder, oui, beau lapsus, qu'on peut aborder cela, et toutes les communications de ce matin allaient dans ce sens. Alors, dans les années, dans la littérature nord-américaine, on a beaucoup dit que les années 90, ça c'était les années de la prise en charge des traumas crâniens graves, qu'il fallait que les années 2000 soient celles du trauma crânien léger. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils en parlent moins, parce qu'ils se sont aperçus que c'était un peu compliqué. Le premier élément, et ça a été dit ce matin, il faut garder raison parce qu'il y a des cohortes très importantes, et dans la majorité des cas, le syndrome post-traumatique, syndrome post-commotionnel, les séquelles d'un traumatisme crânien bénin n'existent pas. C'est d'évolution favorable. C'est aussi le paradoxe d'une affection médicale complètement anodine qui peut donner des invalidations sociales. C'est bien là où c'est la complexité. Donc, on ne peut pas imaginer, sur le plan de la santé publique, surtout ici, réclamer des bilans neuropsychologiques systématiques pour des gens qui ont des traumas crâniens légers, dans des lieux qui sont d'ailleurs pas faits pour ça. Les urgences, ça a été rappelé ce matin, c'était très intéressant. Les urgences, c'est fait pour détecter des choses vitales, pour amener quelqu'un en neurochir, et éventuellement diffuser de l'information. Et quand les patients disaient, mais on nous a donné un gros opuscule, mais en même temps on ne nous a pas gardé longtemps aux urgences. Ben oui, mais ils avaient fait leur boulot, les urgentistes. Donc, voilà. Il n'empêche que, réfléchissez un peu à ce que représenterait, je ne suis pas certain d'être complètement opposé dans certains cas d'ailleurs à l'idée, mais systématiquement la prescription 2 jours d'arrêt de travail pour cette cohorte énorme des traumas crâniens qui vont aux urgences. Il a été fait ce matin allusion à un travail de qualité de PHRC, on en avait fait un à Limoges, assez important, qui donnait un peu les mêmes résultats. On avait voulu sélectionner des blessés extrêmement légers. Le seul problème, c'est qu'on avait une malheureuse minorité très légère dans les, 900, 1000 cas, je ne l'ai pas relu depuis quelque temps, ce PHRCI date. Il n'empêche que, dans la même époque, à ma consultation, qui n'était pas systématisée, qui était une consultation de trauma crânien grave, mais on en voit tous, ils finissent par arriver, les neurochirurgiens ou d'autres, nous envoyaient des traumas crâniens légers de la période de recrutement du PHRC, mais qui n'étaient pas passés à l'hôpital, qui étaient rentrés directement chez eux et qui avaient la malheureuse minorité. Alors c'est une notion classique, ancienne, mais ça correspond, tu l'as dit ce matin, à peu près à ce que représente la maladie de Parkinson, en coût, en incidence, en nombre. C'est pas rien quand même, cette malheureuse minorité. Alors l'enjeu médico-légal, il faut l'aborder très rapidement, ça a été fait par Michel ce matin, mais on passe du mépris, c'est des simulateurs, les grandes discussions des psychiatres sur la petite sinistrose, la grande sinistrose, la simulation, la sursimulation. On a coupé des arbres là, sur ces thématiques-là, avec le retour des neurosciences, presque avec quelque chose qui serait un pur causalisme organique. C'est-à-dire les neurosciences nous disent qu'effectivement, sur le PET scan, il y a peut-être une petite lésion axonale, tenseur de diffusion, oui d'accord. Sauf que moi, je peux vous montrer des traumas crâniens passé dans mon service, je pense au fils des neurochirurgiens, voilà de qui je parle, le fils d'un des neurochirurgiens d'Imoujo, qui est médecin, qui a un scanner et une IRM abominable, qui a eu un gros trauma crânien, qui est médecin, et qui n'a pas de séquelles. Donc l'image n'est pas la lésion. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure,
ces malades ont été méprisés, mais attention maintenant à ne pas passer dans l'excès contraire, c'est-à-dire que nous avons des associations de famille, et grand Dieu, c'est une bonne chose. Nous avons des avocats spécialisés, grand Dieu, c'est une bonne chose. Mais la causalité médicale, c'est pas la causalité juridique. Un bilan ergothérapique ne remplacera jamais une discussion médicale sur la causalité, sur ce qui s'est passé, sur comment on a construit tout ça. Au passage, Dieu sait qu'on a critiqué le syndrome subjectif, Pierre-Marie, Pierron, je ne sais plus qui, ces grands anciens, accidents de chemin de fer, etc., quand ils ont décrit le syndrome subjectif, pour eux, c'était un étirement du névrax. Donc vous voyez que déjà le débat était ouvert. Pour moi, mais ça a été dit ce matin, je ramène des choses de façon un peu plus caricaturale. Il y a des populations à risque, ça me paraît évident. Et si on tient compte justement des enjeux de santé publique, c'est ces populations à risque, ça a été dit, on a vu un protocole tout à fait intéressant, qu'il faut essayer d'évaluer, câliner, nounouter. Population à risque cérébrale, au sens de la commotion cérébrale, c'est-à-dire, je pense qu'effectivement, tous les malades qui arrivent en dégueulant aux urgences, tous les malades qui ont très mal à la tête, il s'est quand même passé quelque chose au niveau cérébral. Et puis surtout, et on l'a vu aussi dans la littérature, je ne me rappelle plus, on disait un peu la même chose pour les traumas crâniens graves d'ailleurs. Plus on recule dans le temps, plus les aspects qui tiennent aux blessés, à sa dynamique adaptative, ont de l'importance. Donc ces populations à risque sont potentiellement repérables. On a vu des échelles, repérables ceux qui ont une gravité commotionnelle, une énergie cinétique importante, et repérables ceux qui ont des facteurs de fragilité, et pas obligatoirement des antécédents psychiatriques, etc. C'est pas à ce niveau-là qu'ils sont fragiles, c'est la fragilité intégrative. Au passage, je trouve que l'image, elle vaut peut-être pas grand-chose, mais je ne peux pas m'empêcher de la faire. Hein, c'est le gamin des cités qui a détruit sa moto. On affiche 3 images. Lui, tu peux sortir, t'as rien. Sauf qu'il va se faire engueuler par son patron parce qu'il n'a pas été bossé ce jour-là et qu'il a détruit le vélomoteur. Effectivement, il n'a rien, médicalement. On a parlé de l'évaluation cognitive ce matin dans un protocole de recherche, l'évaluation précoce. Je pense que plus que d'évaluation précoce, il est question d'information. C'est-à-dire que je pense que pour nous, c'est évident qu'il y a un trouble du traitement de l'information. Mais j'ai encore jamais vu un blessé me dire ça, moi. Ne serait-ce que leur dire qu'ils vont avoir un cerveau qui, au sens intellectuel, va moins bien marcher, à mon avis, c'est thérapeutique. Donc, je dis finalement ce qui a été répété de façon plus pertinente ce matin. C'est un processus complexe, c'est l'interaction de facteurs pathogènes, c'est pas une addition. Je peux jamais me rappeler quel est le philosophe qui disait qu'un grand Bordeaux est complexe et qu'un sous-marin atomique c'est compliqué. C'est pas la même chose. Donc là, on est dans la complexité, les atteintes cérébrales, les difficultés cognitives et le rôle qu'elles jouent, et le vécu par le blessé de ces difficultés cognitives, même si on sait bien qu'au bout de 10 jours, etc., elles ont disparu. Le rôle des troubles émotionnels, quand on n'est pas bien, qu'on a eu des soucis, qu'on déprime un peu parce que l'accident a eu des conséquences. On sait bien que la dépression, Philippe l'a bien montré dans d'autres travaux, peut entraîner des difficultés cognitives. Les facteurs propres aux blessés, à mon sens, plus que les facteurs de personnalité intérieure qui ont leur importance, mais ce sont surtout les facteurs de coping. Quelque chose sur lequel j'insiste moi personnellement beaucoup, c'est le jugement d'attribution, cette capacité qu'on a tous à raisonner avant mon divorce, avant ceci, avant que je sois à PH, avant que je sois à la retraite. On découpe notre vie avant l'accident. Et à partir de là, sur le jugement d'attribution et dans cette découpe, tout a changé après. Et là, il y a un gros travail d'accompagnement, de psychologie de la santé à faire avec ces gens-là. L'influence des facteurs confondants, la douleur, les facteurs de motivation, la réparation, et puis tout l'environnement familial, professionnel, je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Et il faut bien reconnaître qu'il y a de temps en temps une iatrogénie dans les prises en charge médicales des traumas crâniens légers. Alors, quel niveau encore de prise 7 minutes, puisque tu Combien demandes le temps, encore 7 minutes. Voilà, mais j'ai presque fini. Quel niveau, je m'étais entraîné, puis comme je ne peux pas parler, quel niveau de prise en charge? Je l'ai presque déjà dit, on est dans un domaine de santé publique où il faut bien réfléchir au coût. On a beaucoup parlé ce matin du PTSD, du syndrome post-traumatique, avec ses aspects très spécifiques, qui est le syndrome de répétition. Mais il y a eu des tas d'études, justement, de santé publique faites là-dessus. On a pu montrer
qu'il était évident que des gens pris en otage, si on leur permettait de débriefer, il y avait beaucoup moins de syndrome de stress post-traumatique. On a montré que s'ils voyaient un psychologue, ça ne changeait pas grand-chose. Et on a montré que s'ils voyaient beaucoup de psychiatres, ils avaient plus de syndrome de stress post-traumatique. Donc, faisons pas la même chose avec nos traumas crâniens légers. Donc, il faut trouver quelque chose entre l'indifférence, le mépris, vous n'avez rien. Vous voyez bien, on a autre chose à foutre aux urgences. Et puis, cette sollicitude un peu iatrogène qui est introduite par les médias, par une vision un peu trop simple des neurosciences. C'est là, hein, il y a au trekking de fibres, il y a des lésions, on connaît tous un neuroradiologue qu'on a tous bien aimé, mais qui nous expliquait où était passée la lésion et l'énergie. Tu vois à qui je pense. Prévenir. Alors pas prévenir les traumas crâniens légers, encore que ce serait bien une bonne chose aussi, mais la formation des acteurs principaux. Là, je ne vais pas partager l'opposition de Jean-Luc, c'est quelque chose qui fait débat entre nous. Moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner l'idée de mobiliser les généralistes autour de ça. Je pense qu'il faut trouver des systèmes, mais c'est quand même des acteurs de soins, ils sont quand même disponibles. Les urgentistes sûrement, mais je ne vois pas l'urgentiste, pris qu'il est dans ses tâches, passer même s'il est formé, de discuter avec les réanimateurs, les neurochirurgiens, à faire de la neuropsychologie dans le couloir. Ça ne me paraît pas s'y prêter. Et puis, alors, un mot quand même pour la malheureuse minorité, ces gens qui sont... Alors, à ma connaissance, mais peut-être je parle mal, mais je crois qu'il faudrait que je relise les classifications, mais ce matin, il me semble que j'ai entendu des approximations. Pour moi, les syndromes post-commotionnels tardifs, c'est 1 an. Philippe faisait remarquer que quand on parle de syndrome commotionnel, on fait référence à la commotion cérébrale. Quand on parle de syndrome post-commotionnel, il faut un certain temps pour avoir un diagnostic. C'est 3 mois. Et normalement, ça s'arrange à peu près en 6 mois, dit-on. Et ceux qui traînent, la fameuse malheureuse minorité de Woods, je crois que l'expression est de lui, c'est me semble-t-il, non, bon, peu importe, ça c'est pas très grave. Là, je crois que c'est vraiment une approche multidisciplinaire qui relèverait les spécialistes du trauma crânien. Tu faisais remarquer que déjà, les spécialistes du trauma crânien grave, ils ont quelques difficultés à se structurer. Là, il est question de moyens. Mais je crois que j'ai fini. Alors, le trauma crânien léger, je suis quand même psychiatre, on peut pas mettre les neurosciences, et puis de l'autre côté, le sait rien. Non, la psychopathologie, ça existe. La psychopathologie, ça existe. J'ai fait un travail il n'y a pas si longtemps que ça sur les schizophrénies post-traumatiques, etc., où un auteur anglais que j'ai oublié, comparant l'imagerie de cerveau de trauma crânien, l'imagerie de cerveau de schizophrène, il me disait, mais c'est bizarre, pourquoi les traumas crâniens ne sont pas tous schizophrènes? Alors, il y en a très peu. Hein, l'imagerie, c'est une chose, mais c'est quand même un événement très particulier. On a quand même quelques clés. Oui, dans les fractures de cheville, il y a des syndromes post-commotionnels. Oui, dans la dépression, il y a du syndrome post-commotionnel. Oui, quand on pose la question dans la rue aux gens, qu'est-ce que vous auriez comme symptômes si vous aviez un trauma crânien, ils vont vous dire, j'aurais mal à la tête, j'aurais des vertiges, je serais fatigué, je serais grognon. Ils vont vous réciter le syndrome post-commotionnel. C'est dans la littérature. Mais c'est quand même un événement particulier, justement parce qu'il touche à la cognition, et justement parce qu'il touche à la cognition sans que le blessé ne le sache. Donc, ces problèmes de personnalité, de facteurs psychosociaux, de modalités de coping, et le jugement d'attribution, tout ça, c'est quand même de la psychopatho qui permet peut-être, me semble-t-il, de structurer structurer la prise en charge à venir. Alors, des recommandations, c'est bien prétentieux, vous avez vu que j'ai mis des points d'interrogation. Il y a 2 populations à risque, à mon sens. Le risque, ça a été largement, et mieux dit que moi par les neurochirurgiens, mais le risque commotionnel. C'est vrai qu'un certain nombre de gens qui ont les traumas crâniens dits bénins se retrouvent au bloc le lendemain. C'est rarissime, mais ça arrive. Il y a des populations à risque personnel, et je crois que les facteurs d'intégration, de qualité de vie et d'intégration sont des facteurs qu'on peut assez facilement repérer. Ce matin, il était dit que ceux qui étaient considérés comme, c'est dans votre étude, ceux qui étaient considérés comme une population à risque étaient mieux après la prise en charge, mais moins bien. Mais est-ce que justement, ils ont été repérés peut-être sur des facteurs un peu comme ça, et ces facteurs-là, ils les promènent tout le temps, qu'ils aient ou pas le syndrome, le syndrome post-commotionnel. Donc finalement, c'est des gens qui seront moins bien dans leur vie. Formation, information des blessés. Alors,
la fameuse frontière léger-modéré, parce que là, on rentre dans les études, même dans les bonnes études, on voit des séries où il y a des modérés, en veux-tu, en voilà, alors qu'on parle de léger. Formation, information des blessés, évaluer le rapport coût-bénéfice, je crois que j'y ai assez insisté, et un souhait plus qu'une recommandation, que des journées comme celle d'aujourd'hui permettent qu'on ait un peu plus de finances pour permettre l'accès à des consultations spécialisées pour les syndromes post-commotionnels persistants, au-delà de 6 mois. Je crois que la discipline de MPR, puisque c'est quand même elle maintenant qui est en tête de pot, aurait les moyens d'animer ça, mais à condition que les sous suivent. Je crois que c'est fini. Ça tombe bien, parce que le temps est fini aussi, donc c'est parfait. Alors, comme pour les autres sessions, on va regrouper les discussions, et donc j'appelle Yann Oxemery, donc psychiatre des hôpitaux des armées à Percy, à Clamart. Bonjour à tous. Je voulais remercier le docteur Plantier d'avoir invité un psychiatre militaire pour traiter d'une vaste question, très vaste même, que sans doute je ne pourrais qu'esquisser, mais je vous propose différents focus concernant les troubles psychiques après traumatisme crânien léger. Après une brève introduction, je polariserai sur 2 tableaux cliniques, l'état de stress post-traumatique, dont j'aborderai quelques éléments de thérapie, et après je parlerai du syndrome post-commotionnel, parce que ce sont quand même 2 entités cliniques différentes, et je conclurai sur les implications médico-légales de la question. Alors, concernant les blessures psychiques post-traumatiques, ce qu'il faut dire déjà, c'est que le terme post-traumatique est polysémique. En français, le traumatisme et traumatisme psychique, crânien, c'est le même terme. Par exemple, en allemand, ce sera un terme différent. Et ça, c'est illustré par l'histoire des guerres, où différents syndromes ont été décrits. Rappelez-vous, le syndrome du vent du boulet des guerres napoléoniennes, le syndrome subjectif de Pierre-Marie après la Première Guerre mondiale, et enfin, plus récemment, les médecins américains, dans les suites des conflits en Irak et en Afghanistan, qui ont occasionné à peu près, on estime, à 100 000 militaires blastés par les explosions, ont redécrit ou remis à l'ordre du jour le syndrome post-commotionnel. Parallèlement, bien sûr, la question a aussi été reprise par beaucoup d'auteurs en milieu civil, puisqu'on s'intéresse davantage aux traumas crâniens légers dans les suites d'accidents divers, qui d'ailleurs a des implications médico-légales importantes. Ce qu'on peut dire de tous ces troubles psychiques après traumatisme crânien, psychique ou neuropsychique, c'est que finalement ce sont des blessures invisibles, et c'est peut-être pour cela qu'on ne s'y intéresse qu'aujourd'hui, alors que les progrès des neurosciences font que le dualisme entre le cerveau et l'esprit est de plus en plus ténu. Alors, qu'est-ce que le traumatisme crânien léger aujourd'hui pour le psychiatre ? Eh bien, je crois que c'est assez proche pour le psychiatre que pour le neurologue, même si je crois qu'il faut vraiment s'interroger sur le signifiant de léger, bien sûr. Savoir pour qui est-il léger ? C'est pour l'épidémiologiste, pour le patient. Parce que finalement, le discours médical est souvent rassurant initialement, alors qu'à long terme, naturellement, les conséquences sont parfois assez importantes en termes de handicap. Différents mécanismes lésionnels sont bien sûr à l'œuvre, et surtout, il y a des lésions associées. Fractures, trauma cervical, donc on parle de traumatisme crânio-cervicaux, fracas facial et traumatisme psychique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme trouble psychique après un traumatisme crânien léger ? Eh bien, finalement, on a toute la psychiatrie. C'est-à-dire qu'on peut trouver tous les cadres nosographiques qui sont présents dans la psychiatrie. Donc, je ne vais bien sûr pas tous vous les développer, mais on peut trouver des troubles anxieux, notamment les troubles paniques, avec agoraphobie, des crises d'angoisse, des troubles dépressifs, bien sûr, qui ont été décrits, quelle que soit l'intensité du trouble crânien, du traumatisme crânien, modification de la personnalité et troubles psychotiques, qui sont assez peu décrits dans la littérature, assez peu connus, mais une schizophrénie, ça peut être déclenché par un traumatisme crânien léger, et je crois que ça lui est imputable. Le handicap est souvent assez important. Bien sûr, il faut éliminer une étiologie organique courante, mais finalement, ce qu'on a en termes d'imagerie cérébrale et de biologie n'est pas encore de l'ordre de la clinique courante, et il y a tout un tas de traitements psychothérapiques ou pharmacologiques qui existent. Le message ici, c'est que souvent, il y a un chevauchement symptomatique entre les différents cadres qui sont décrits, notamment l'état de stress post-traumatique et le syndrome post-commotionnel, dont on ne sait pas vraiment grand-chose au niveau de l'éthiopathogénie. Alors, focalisons notre intérêt sur le syndrome de répétition traumatique et son traitement.
Alors, qu'est-ce qu'un événement traumatique ? Un événement traumatique, j'ai mis une radio là, de fracture. Un événement traumatique, effectivement, c'est une blessure psychique. Le mot trauma, d'ailleurs, a été emprunté à l'art chirurgical, à la chirurgie de guerre. La définition est maintenant, je dirais, bien connue. Le sujet est confronté brutalement à la mort et à ses équivalents, mais ce n'est pas suffisant. Il ressent une impression d'horreur, d'impuissance, d'effroi. L'effroi, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Alors, on trouve péritraumatique, mais enfin, c'est un néologisme qui n'importe rien. En fait, c'est la dissociation traumatique pendant le trauma, c'est-à-dire la rupture d'unité d'éléments de conscience normalement intégrés, que sont les affects, les émotions, les cognitions, c'est-à-dire les pensées, et également la motricité. Donc, vous avez des éléments de déréalisation. Par exemple, la personne a l'impression de voir la scène de l'extérieur, où il y a un vacarme assourdissant et elle n'entend que du silence. Ça, c'est ce qu'on appelle la déréalisation, dépersonnalisation. Après, il y a des activités automatiques. Par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un va sortir de sa voiture et ouvrir la porte, ouvrir et fermer la porte sans arrêt. Ça, c'est de l'activité automatique motrice de dissociation. Mais ça passe souvent inaperçu sur le coup. D'autant que souvent, effectivement, il n'y a pas de traçabilité des expositions et donc, finalement, le patient rentre chez lui. Il n'y a pas particulièrement de suivi en milieu civil. Après un temps de latence assez long, souvent le syndrome de répétition traumatique se déclenche dans un deuxième temps. Je voudrais insister ici sur le fait que les notions de stress et de trauma ne sont pas équivalentes. On peut avoir intensément été stressé par une situation sans avoir été psychotraumatisé. Réciproquement, souvent, les personnes qui ont fait un traumatisme psychique rapportent qu'ils n'ont pas ressenti de peur. Mais toutes ces notions de peur, de stress, d'effroi, finalement, n'ont pas de consensus clinico-biologique, et donc, du coup, nous sommes encore dans des dimensions cliniques. Alors, la clinique du syndrome de répétition traumatique, j'ai souhaité quand même la reprendre parce que finalement, elle n'est pas si bien connue que ça. On pourrait l'envisager d'un point de vue un peu neurologique comme une pathologie de la mémoire, avec les reviviscences qui ne sont pas la remémoration d'un événement même difficile de son existence, mais qui sont la répétition à l'identique au présent de l'événement traumatique tel qu'il a été ressenti la première fois, avec sa charge de détresse et d'horreur. Donc vous imaginez quand ça survient toutes les nuits 5 ou 6 fois, que ça vous réveille et que ça survient également en journée, eh bien effectivement c'est un handicap majeur et c'est des patients qui vont rapidement se déprimer. D'autant qu'il y a d'autres symptômes qui sont spécifiques de ce syndrome d'état de stress post-traumatique, sont l'hypervigilance avec la crainte que des événements psychotraumatiques ne se remanifestent. Il y a souvent une irritabilité qui est très importante et qui gêne l'intégration sociale, il y a des réactions de sursaut, un hyperéveil permanent. Et enfin, dernier symptôme spécifique, stratégie d'évitement cognitive et comportementale de tout ce qui pourrait rappeler l'événement traumatique. Ça, c'est un trépied symptomatique qui est tout à fait opérant en clinique courante, mais qui finalement n'est rarement le lieu d'une demande directe de soins. Ce qui fait traumatisme finalement pour l'aspect psychopathologique, pour l'aspect psychiatrique, c'est l'indicibilité de la situation traumatique. C'est quelqu'un est confronté à quelque chose qu'il n'a pas pu imaginer et qui n'a pas trouvé de mots pour le dire. Ce qui explique que la clinique psychotraumatique est quand même marquée d'indicibilité et dans le rapport au système de soins, eh bien, sont souvent des symptômes aspécifiques qui amènent ces patients à consulter. L'usage de substances psychoactives est souvent d'ailleurs la première d'entre elles avec une addiction à l'alcool ou une consommation, mes usages d'alcool, utilisés pour diminuer les anxiétés et pour trouver le sommeil. Les conduites auto-agressives et les équivalents suicidaires sont très importants dans cette population lorsque nous sommes en population de patients qui sont non traités, qui sont non diagnostiqués. Et enfin, les souffrances chroniques somatiques, effectivement, sont déjà nombreuses. C'est-à-dire que trauma physique et trauma somatique sont régulièrement intriqués. C'est encore plus compliqué quand il s'agit d'un traumatisme crânien, donc cérébral. Mais même un patient qui est, je dirais, psychotraumatisé seul, sans trauma crânien associé, a une impression subjective de moins bonne santé physique. Je voulais profiter de cette intervention pour dire un mot des traitements de ces troubles psychiques post-traumatiques, puisque une abondante littérature, notamment la presse de vulgarisation. Un petit mot du débriefing pour faire le lien avec la communication précédente. Il y a différents types de débriefing qui, je crois, marchent assez bien pour l'un d'entre eux et assez mal pour un autre. Le débriefing qui est décrit dans la presse de vulgarisation, c'est le débriefing des anglo-saxons, mais à la base, ce n'était pas un débriefing, c'était une stratégie de résistance au stress. Et donc, c'est celui qui est critiqué dans les méta-analyses. Le débriefing francophone est complètement différent et s'apparente davantage à une psychothérapie classique. Les traitements de la phase chronique,
au niveau psychothérapique et ceci différentes techniques dont je vais vous donner un mot pour chacune d'entre elles. Alors, les techniques cognitives et comportementales, ces fameuses TCC, qui sont des techniques qui sont centrées sur le symptôme et non, je dirais entre guillemets, sur ses causes, qui permettent de travailler ici et maintenant et qui sont parfaitement codifiées en nombre de séances et qui, je dirais, ont un côté assez rassurant. Elles se basent sur une justification scientifique de leur pratique, même si, d'après les dernières études que j'ai pu lire sur le sujet, finalement les résultats en termes de psychotraumatologie ne sont pas si bons qu'ils paraissaient au premier abord, puisqu'il y a beaucoup de rechutes chez ces patients, à peu près 60% des patients qui seraient bien traités par les techniques cognitives et comportementales, bien rechuteraient assez rapidement. Autre technique qui est très médiatisée, c'est le MDR. Vous avez tous entendu parler, l'Eye Movement Desensitization and Reprocessing, où le thérapeute va associer une technique de distractibilité, à savoir suivre les mouvements oculaires, pendant qu'il va faire associer la personne sur des éléments de son trauma pour en modifier les cognitions. Il a été décrit que différentes techniques de MDR existent, même si finalement le support théorique est très peu documenté. Certains considèrent que c'est une thérapie cognitive comportementale, d'autres considèrent, et c'est un petit peu excessif de le dire comme ça, mais c'est quand même le cas, une psychothérapie dite psychanalytique accélérée. Donc le support théorique est peu documenté, mais ce qu'on constate, c'est que globalement, c'est des thérapies qui fonctionnent bien, et c'est sans doute pour ça qu'elles ont du succès, entre guillemets, qu'elles se développent beaucoup, notamment en France, via des associations qui sont très présentes. Et puis il y a les thérapies plus classiques, les thérapies dites psychodynamiques ou d'inspiration psychanalytique, qui sont les thérapies qui, je dirais, sont historiquement les plus proposées en France. Une démarche clinique qui est quand même plus complète que les deux précédentes. Le patient est pris dans une relation intersubjective, on pourrait dire le transfert avec son thérapeute. L'élément majeur sur lequel le patient puis le thérapeute travaille, c'est l'étude attentive du discours du patient. C'est une approche centrée sur l'histoire du patient, sa singularité, et qui va permettre finalement de retisser un réseau signifiant, un réseau de mots, là où finalement le trauma a été marqué par l'indicibilité et une rupture biographique. Alors qu'est-ce qu'on constate, même si je vais présenter brièvement ces trois techniques, qu'est-ce qu'on constate? Que finalement les mécanismes d'action ne sont pas vraiment connus, et on aimerait bien savoir s'il n'y a pas un mécanisme d'action commun. Alors en pratique, ces psychothérapies ont une efficacité absolue élevée. C'est-à-dire que globalement, les psychothérapies, quel que soit le trouble pour lequel elles sont prescrites, marchent pas mal. Mais si on veut hiérarchiser ces différentes psychothérapies, finalement on n'y arrive pas, puisque c'est des facteurs qui seraient communs, ces différentes psychothérapies, qui auraient un aspect en réalité thérapeutique sur la clinique psychotraumatique. Puis finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que plutôt que la technique dont le thérapeute se réclame, c'est plutôt sa pratique et ses compétences intrinsèques qui semblent jouer un rôle important. Donc il est probable, et nous aurons sans doute la réponse dans les années à venir, que dans la thérapie de ces patients, il y a des déterminants communs peut-être qu'on pourrait appréhender en termes de construction de pensée, d'attribution de sens, dans une voie un peu neurologique ou orthophonique. La thérapie de ces troubles, après traumatisme crânien, qui est un traumatisme psychique associé ou non, fait également l'objet de traitements de fond. La psychothérapie, c'est souvent l'aspect le plus important, mais quand même, dans les patients qui ont des troubles sévères, souvent on est obligé d'associer des psychotropes, dont il existe un large panel. Donc, ce que j'ai voulu vous illustrer ici, c'est que plutôt qu'un syndrome, on va maintenant plutôt se polariser sur les différents symptômes que présente le patient pour proposer des traitements qui sont les plus proches de sa symptomatologie singulière. Ça pour dire que c'est quand même un champ assez complexe. Je vous ai présenté que là les voies de neuromodulation monoaminergique, mais sur d'autres systèmes qui entrent en jeu. C'est pour vous dire que voilà, il faut voir avec un praticien qui est bien au fait de la question. Maintenant, le syndrome post-commotionnel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une bonne question. Il n'y a pas, à ma connaissance, de définition consensuelle du syndrome post-commotionnel. C'est l'ancien syndrome subjectif, d'accord ? Effectivement, on a des symptômes subjectifs qui sont de l'ordre
somatiques ou de somatisation qui sont de l'ordre cognitif et qui sont de l'ordre affectif. Il y a souvent une richesse importante des plaintes qui effectivement contraste avec la documentation anatomoclinique qui fait défaut. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un syndrome aspécifique. Autant l'état de stress post-traumatique est un syndrome spécifique d'un trauma psychique, autant il y a beaucoup d'études où il a été décrit des syndromes post-commotionnels chez des populations qui n'ont pas été traumatisées crâniennes, mais qui, par exemple, ont participé au ramassage de blessés, ont été exposés à tel polluant, ont cru être exposés à tel polluant. Ces éléments nous montrent qu'un diagnostic peut être fiable, c'est-à-dire qu'il peut avoir une fidélité interjuge assez bonne, mais finalement que sa validité scientifique, au sens de sa construction éthiopathogénique, peut faire défaut. Le syndrome post-commotionnel a des chevauchements cliniques très importants avec l'épisode dépressif caractérisé et l'état de stress post-traumatique. Alors comment peut-on avancer dans cette voie, dans une logique de recherche, pour essayer de mieux comprendre, de mieux décrire et sans doute de mieux traiter ? Finalement, le syndrome post-commotionnel, on pourrait l'appeler aujourd'hui syndrome objectif des traumatisés crâniens, puisqu'il y a, comme vous savez, une abondante littérature riche qui décrivent des lésions, notamment par les techniques de neuroradiologie moderne. Je pense que le docteur Plantier vous le décrira ensuite, donc je ne vais pas empiéter sur sa communication. Ce qui est le plus intéressant pour moi ici, c'est qu'on commence à décrire une part physiopathologique commune entre l'état de stress post-traumatique, le syndrome de répétition traumatique, et le syndrome post-commotionnel, notamment en termes d'inflammation cérébrale. En conclusion, je dirais juste quelques mots médico-légaux, puisque nous sommes souvent confrontés à des expertises ou à des surexpertises avec des dossiers de patients de manière extrêmement complexe. Je voudrais rappeler quand même que le médico-légal, c'est complètement différent, et la logique médicale est très différente de la logique médico-légal. La traçabilité des expositions pose souvent problème, puisque quel que soit le cadre du fait générateur, souvent il est très peu documenté, ce qui pose naturellement un problème quand on veut s'assurer, montrer dans son expertise, si l'on peut, la continuité des troubles. La notion d'état antérieur est souvent très mal connue des praticiens, et donc si vous êtes amené à avoir des patients qui vont se rendre en expertise, vous êtes tout à fait enclin à leur faire un pré-rapport d'expertise ou à donner votre point de vue. Et pour ça, ça nécessite une formation et une certaine pratique. Je vous remercie. Je suis à votre disposition pour vos questions. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un mail également. Je vous répondrai rapidement. Donc merci beaucoup. Donc les questions seront après là en discussion regroupée. Et donc maintenant j'appelle la nouvelle secrétaire générale de France Traumatisme Crânien, Odile Koslowski, voilà, qui travaille à Lille. Dans le Nord, bah oui. Merci Odile. Alors, je voulais remercier les organisateurs d'avoir proposé une place à ce petit travail, qui est un travail à une bien plus petite échelle que ce qu'on a pu voir ce matin, mais qui peut peut-être être force de proposition un peu originale. Donc, il s'agit d'un travail qui a été réalisé par l'Institut d'orthophonie de Lille en collaboration avec le service de rééducation neurologique du CHU et avec le réseau trauma crânien, accidents vasculaires cérébraux du Nord-Pas-de-Calais. J'ai volontairement coupé la diapo sur le problème de santé publique et ça a été largement abordé ce matin, donc ça tombe très bien. Je tenais plutôt à revenir sur les troubles de la communication. Les troubles de la communication sont en quelque sorte l'expression de différents troubles qui peuvent être des troubles neuropsychologiques, mais aussi d'autres troubles tels que la fatigabilité ou encore des difficultés physiques ou visuelles. Les troubles de la communication sont connus chez le trauma crânien sévère et on peut notamment les subdiviser en troubles de la communication verbale, en particulier un manque de mots, des troubles du langage élaboré, de la prosodie, de l'intonation, des difficultés d'organisation du discours, avec de nombreuses digressions, une tendance à passer du coq à l'âne, un discours qui n'est pas toujours adapté à l'interlocuteur.
On rencontre également des troubles de la communication non verbale, avec des troubles de la posture, du regard, de la gestuelle, des mimiques, etc. Donc l'objectif du travail proposé à l'Institut d'orthophonie était d'évaluer les compétences communicatives à distance d'un trauma léger et d'essayer d'évaluer leurs conséquences sur l'adaptation sociale et la qualité de vie. Et enfin, un deuxième objectif était de comparer deux groupes, un groupe de sujets qui exprimaient des plaintes et un groupe de sujets qui n'exprimaient aucune plainte dans les suites d'un traumatisme léger. Alors, les patients donc, ont été inclus à plus de 6 mois du trauma, avec les critères diagnostiques de l'OMS, un score de Glasgow entre 13 et 15, un ou plusieurs des éléments suivants, une désorientation, une perte de connaissance inférieure à 30 minutes, une amnésie post-traumatique de moins de 24 heures, une anomalie neurologique transitoire. Étaient exclus les patients aux antécédents traumatiques neurologiques, de toxicomanie ou présentant des troubles importants de l'audition ou de la vision qui allaient gêner les évaluations. Donc 2 groupes ont été constitués, un groupe de patients exprimant des plaintes qui étaient des plaintes rentrant dans le syndrome post-commotionnel persistant, qui pouvaient être des troubles très divers, tels que les troubles de la mémoire, de l'attention, une fatigue, des troubles de l'humeur, et certains pouvaient exprimer des troubles de la communication, mais c'était assez rare. Les sujets exprimant des plaintes étaient issus de la consultation médico-psychosociale organisée dans le cadre du réseau régional trauma crânien accidents vasculaires cérébraux, qui est une des possibilités qui a été citée tout à l'heure par une collègue de suivi pour les personnes par une équipe mobile. Les personnes exprimant des plaintes avaient toutes une prise en charge orthophonique ou neuropsychologique. Les personnes du groupe sans plainte étaient tout simplement passées par les urgences avec un diagnostic de trauma crânien léger et n'avaient ensuite consulté personne et ne se plaignaient de rien. Des évaluations assez conséquentes ont été réalisées donc par les orthophonistes, avec une évaluation du langage et de la communication par des tests validés chez le trauma crânien, le test de langage élaboré, le test lillois de communication, qui évalue l'attention et la motivation à la communication sur les paramètres verbaux et non verbaux. Le questionnaire lillois de participation à la communication, qui évalue davantage le ressenti de la personne sur les mécanismes cognitifs, la participation aux activités de vie quotidienne, l'adaptation de l'environnement et l'impact social. Les capacités adaptatives ont été évaluées par certains items du document IBIS sur les loisirs, le travail, les activités, la famille, et le test de résolution de problèmes de vie quotidienne. La qualité de vie était évaluée par le Colibri. Donc nous avons effectué une analyse statistique afin de comparer les performances individuelles aux normes de sujets normaux, et ensuite nous avons recherché des corrélations entre les différents tests. Donc la population était un petit groupe, comme vous pouvez le voir, avec un groupe de 31 personnes, 18 exprimant des plaintes, 13 n'en exprimant pas. Un groupe à prédominance globalement féminine, sans qu'il y ait de différence entre les groupes avec ou sans plainte. L'âge moyen était de 39 ans, mais était plus élevé dans le groupe exprimant des plaintes. Le niveau d'éducation était globalement similaire dans les 2 groupes. Le délai post-traumatique était malheureusement plus élevé dans le groupe exprimant des plaintes que dans le groupe sans plainte. Les circonstances de l'accident étaient davantage pour les sujets exprimant des plaintes des accidents de la voie publique, avec 12 personnes, des accidents de sport et accidents de travail, alors que dans le groupe sans plainte, on retrouvait plus de chutes domestiques. 19 personnes avaient présenté une perte de connaissance initiale, avec une répartition assez équilibrée entre les 2 groupes. L'amnésie post-traumatique était supérieure à 1 heure chez 6 personnes, et là aussi, il n'y avait pas de différence significative entre les 2 groupes. 21 personnes avaient eu un scanner, ce qui est assez important, et 13 présentaient des anomalies au scanner, 8 dans le groupe exprimant des plaintes, 5 dans le groupe sans plainte. 14 personnes avaient été hospitalisées, et ce qui est tout à fait particulier, c'est que donc 15 personnes étaient dans des situations d'indemnisation, dont 13 dans le groupe exprimant des plaintes. Donc là, c'est évidemment très significativement différent.
Alors, quelques remarques concernant la population. Elle est bien sûr tout à fait critiquable et les groupes ne sont pas vraiment comparables. La prédominance féminine s'exprime, à notre avis, par la meilleure disponibilité des femmes pour passer les tests qui prenaient de nombreuses heures, 1 à 2 demi-journées. On remarque également donc de fréquentes anomalies au scanner. Et on retrouve certains facteurs qui ont été décrits ce matin, notamment par Mme Montreuil, concernant le facteur de risque de persistance de troubles avec un âge avancé, des circonstances de l'accident plus particulières et un contexte d'indemnisation chez les personnes exprimant des plaintes. Alors, concernant les résultats aux différents tests, au test de langage élaboré, les scores étaient pathologiques pour 16% de la population et faibles pour 32%, avec des difficultés surtout concernant les données métalinguistiques et la pragmatique. Dans la population exprimant des plaintes, il était pathologique dans 22% et faible dans 42%, avec des difficultés en particulier sur la logique, l'absurde, les synonymes et les concaténations. Et on retrouvait également un score un score anormal au test de langage élaboré dans la population n'exprimant pas de plainte pour 7% de cette population. On remarque qu'il y a une différence significative par rapport à ces résultats au test de langage élaboré entre les deux groupes. Au test lillois de communication, les scores étaient rarement pathologiques avec une absence de différence entre les deux groupes. Concernant le ressenti des patients, avec le questionnaire lillois de participation à la communication, les scores étaient pathologiques dans 16% de la population et faibles pour 9%, avec des difficultés bien plus marquées dans le groupe exprimant des plaintes pour le score global, la mémoire, l'écrit, les fonctions exécutives, les émotions et la participation. Au Colibri, les résultats étaient aussi significativement différents entre les deux groupes, donc pour la globalité, mais aussi en particulier pour les items concernant les données physiques et les sentiments. Pour le test de résolution de problèmes de vie quotidienne, on remarquait une tendance avec des difficultés plus fréquentes dans le groupe exprimant des plaintes. Pour les résultats concernant les données du document EBIS, on remarque que la population exprimant des plaintes est bien plus déficitaire concernant la participation aux activités élaborées et que les 6 items sont significativement différents. Le retour au travail est bien plus difficile dans le groupe exprimant des plaintes. La modification du rôle dans la famille est bien plus fréquente et peu de personnes ont des loisirs. Alors, concernant les plaintes, on peut remarquer, même si ça paraissait assez logique en base, mais ça permet de confirmer que la population qui exprime des plaintes a significativement des scores plus mauvais en langage élaboré, en participation de la communication, en résolution de problèmes de vie quotidienne, ce qui peut confirmer l'existence des troubles. Et les personnes présentant des plaintes ont un impact notable sur leurs activités de vie quotidienne. On peut remarquer également que dans la population qui n'exprime pourtant aucune plainte et qui n'ont jamais consulté après le trauma crânien léger, une faible proportion présente pourtant des scores pathologiques ou faibles en langage élaboré. Alors on a ensuite essayé de rechercher les corrélations entre les différents tests. Alors tout d'abord dans la population globale. On a pu remarquer que plus le score de communication pour les paramètres verbaux était faible et moins la personne avait de loisirs, plus le score était élevé et meilleure était la qualité de vie et meilleur était le ressenti par rapport au langage. Plus le score de langage élaboré était faible et plus la personne était dépendante pour plusieurs items d'activité élaborée et en particulier la gestion financière et administrative. Concernant la participation à la communication, on retrouvait une corrélation entre le mauvais ressenti par rapport au langage et la dépendance dans les actes élémentaires, un mauvais ressenti par rapport à la communication avec l'entourage et les paramètres anxiété du Colibri,
On retrouvait des corrélations entre les difficultés de résolution de problèmes dans la vie quotidienne et une dépendance dans les actes élémentaires, dans les actes élaborés et pour les données concernant les émotions du colibri. Si on se focalise sur la population exprimant des plaintes, on retrouve des corrélations entre la dépendance dans les activités élaborées et un score faible au test de langage élaboré, avec également des difficultés dans les résolutions de problèmes de vie quotidienne. On retrouve des corrélations entre une dépendance dans les activités élémentaires et les difficultés de résolution de problèmes de vie quotidienne et un mauvais ressenti par rapport au langage. Des corrélations entre la gestion des émotions au colibri et le test de résolution de problèmes de vie quotidienne. Ces résultats sont donc en faveur du fait que les troubles de communication et de langage participent à l'altération de l'autonomie et aux difficultés de réinsertion sociale et professionnelle. Si on se focalise maintenant sur la population ne présentant pas de plainte, on a pu remarquer que les scores aux tests de langage élaboré, aux tests de communication et les scores de qualité de vie étaient moins bons si le traumatisme était plus récent, si la personne n'avait pas de loisirs et si elle rencontrait des difficultés dans le retour au travail. Donc ceci suggère que même s'il n'existe pas de plainte, un impact est possible sur la réinsertion sociale et professionnelle de ces personnes victimes de traumas légers. En conclusion, ce travail, qui est un travail à petite échelle, montre que les troubles du langage et de la communication sont fréquents chez les traumas légers, surtout dans la population qui exprime des plaintes à distance du traumatisme, puisqu'on était toujours à plus de 6 mois et pour certains à plusieurs années. Ces troubles de la communication participent à l'altération de l'autonomie et aux difficultés de réinsertion familiale, sociale et professionnelle. Il nous apparaît particulièrement intéressant de pouvoir rechercher ces troubles de la communication et se pose la question de l'intérêt de la prise en charge par les orthophonistes pour tenter de diminuer l'impact de ces troubles. On a évoqué tout à l'heure que proposer à ces personnes en difficulté dans les suites des traumas légers. Est-ce que les orthophonistes ne peuvent pas aider à la prise en charge de ces personnes, en particulier les orthophonistes qui ont une formation en neuropsychologie. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup Odile. Alors maintenant, je donne la parole à Anna Touré, qui, en son nom et au nom de Mathilde Chauvignard, présente donc la procédure de retour à l'école chez l'enfant après un traumatisme crânien léger, procédure qu'elles ont mise au point. À toi, Anna. Merci. Bonjour, donc je vais vous parler de la procédure de reprise de la scolarité après traumatisme crânien léger et vous présenter le travail, la réflexion que nous avons menée suite à une demande du ministère de l'Éducation nationale pour améliorer l'intégration scolaire des enfants et adolescents après traumatisme crânien léger. Donc quelques mots pour dire que le traumatisme crânien est une cause importante de morbidité et mortalité pendant l'enfance. Aux États-Unis, il génère 3500 hospitalisations et 500 000 consultations dans les services d'accueil pédiatrique. En faisant des projections, Bonnier évoque une incidence de 20 000 nouveaux cas par an en France. Le traumatisme crânien léger est un motif fréquent de consultation aux urgences et représente 80% des traumatismes crâniens de l'enfant et moins de 10% de ces enfants présentent des lésions intracrâniennes. Donc l'enfant et l'adolescent sont plus vulnérables à une atteinte cérébrale, beaucoup plus que les adultes. Cela a été montré par plusieurs études, quel que soit le degré de sévérité du traumatisme. Et ils peuvent récupérer plus longuement du fait que leur cerveau est en plein développement et que les lésions cérébrales acquises peuvent avoir des conséquences importantes sur leur développement ultérieur, d'autant plus qu'ils sont jeunes et que les lésions sont diffuses.
Concernant le traumatisme crânien léger, la majorité des enfants récupèrent bien et ne gardent aucune séquelle, mais chez environ 20% des enfants, on retrouve des séquelles, donc qui sont possibles et qui peuvent persister quelques semaines, voire plusieurs années, et entraver le fonctionnement au quotidien de l'enfant, sa scolarité et sa participation sociale. Les séquelles sont particulièrement préoccupantes chez les enfants préalablement à risque d'échec scolaire ou présentant des troubles antérieurs, des troubles du comportement ou des difficultés antérieures à type d'hyperactivité, etc. D'où l'intérêt de les détecter assez rapidement afin de mettre en œuvre les aménagements nécessaires pour éviter l'échec scolaire pendant la phase de récupération neurologique. Concernant le traumatisme crânien léger, la plupart des publications étaient plutôt centrées sur le diagnostic et les modalités de reprise de sport sans risque. Donc il y a plusieurs publications, pas mal de procédures qui sont bien établies. Par contre, les conséquences que le traumatisme crânien léger pourrait avoir sur les capacités d'apprentissage de l'enfant ont été très peu prises en compte. Mais il s'agit d'un sujet qui est en plein développement avec de plus en plus d'écrits. Ce qui ressort, c'est qu'il est essentiel d'avoir une coordination entre toutes les équipes qui accompagnent ces enfants et adolescents. Donc les équipes médicales, l'école et la famille. L'adaptation également du rythme et des exigences familiales et scolaires aux capacités de l'enfant est très importante et l'actualisation régulière du projet revêt une importance fondamentale dans ce processus de réintégration scolaire. Après traumatisme crânien léger, plusieurs difficultés sont décrites. Donc, comme pour l'adulte, on peut retrouver des plaintes physiques, cognitives, somatiques, des modifications du comportement également, qui peuvent avoir des répercussions dans la vie scolaire des enfants et entraver le bon déroulement des apprentissages. Le fait également d'engager une activité cognitive telle que apprendre une leçon, lire ou pratiquer une activité qui requiert une certaine attention sur un cerveau fragilisé peut également engendrer l'apparition ou l'aggravation des symptômes. Donc il est nécessaire de trouver un bon équilibre entre repos et activité pour une réintégration réussie dans les meilleures conditions. Et c'est là où réside la plus grande difficulté de trouver cet équilibre entre les ajustements nécessaires et les exigences cognitives qu'impose une scolarisation et qui peuvent du coup aggraver les symptômes. Donc Yves Wiesacker et son équipe ont décrit en 1995 un protocole détaillé de retour à l'école qui paraît très intéressant. Ils partent du principe que les séquelles sont possibles après traumatisme crânien léger et que leurs conséquences peuvent être délétères chez des enfants préalablement à risque d'échec scolaire ou de troubles du comportement. Donc ce protocole doit constituer un filet de sécurité accessible à tous à tous ceux qui prennent en charge l'enfant pour pouvoir détecter les enfants à risque et éviter que les difficultés initiales puissent avoir une répercussion sur la scolarité de l'enfant et entraîner un échec à long terme. Donc, c'est un protocole aussi qui permet d'introduire les aides le plus rapidement possible. Donc il y a plusieurs phases et c'est un protocole qui est établi avec une collaboration étroite entre la famille, les médecins et l'école. Donc il y a plusieurs phases. Donc déjà dès l'hôpital, ce protocole doit être initié systématiquement. Donc il y a un référent hospitalier qui explique à la famille les conséquences du traumatisme crânien léger, que les conséquences sont possibles mais rares, et leur propose de prévenir l'infirmière scolaire des difficultés possibles pour qu'elle puisse elle-même relayer l'information à l'équipe pédagogique pour les sensibiliser et qu'ils puissent être attentifs afin de pouvoir mettre en place rapidement les aménagements dès que nécessaire. Donc il y a une information écrite avec des signaux d'alerte qui leur est fournie et avec l'autorisation des parents, le référent prend contact également avec la médecine scolaire et leur fournit une information orale et écrite. Donc à l'école, donc le protocole est déclenché par l'hôpital. Un référent de l'enfant est désigné et ce référent fait le lien entre les différentes personnes qui interviennent auprès de l'enfant. Il reçoit les mêmes informations
de l'hôpital et est chargé d'interroger régulièrement les enseignants après le premier jour de reprise de scolarité et régulièrement pour détecter rapidement les difficultés, mettre en place des aménagements et les adapter en fonction de l'évolution de l'enfant. Donc, si les troubles persistent au-delà de 4 semaines, une évaluation plus précise est demandée auprès d'un médecin spécialisé dans le domaine. Des bilans sont organisés et ce n'est qu'après cette période qu'il est légitime d'envisager une aide éducative renforcée et une rééducation spécialisée. Il existe une controverse sur l'approche la plus efficace pendant cette phase de récupération neurologique concernant la reprise de la scolarité. Certains sont pour un repos total ou avec absence d'activité cognitive, physique, et une reprise de la scolarité une fois que l'enfant ne présente plus aucun symptôme. Et d'autres sont plus pour une approche beaucoup plus active, avec une reprise de la scolarité le plus tôt possible dès que l'état de l'enfant le permet, avec des adaptations. Il n'y a pas d'études comparant les deux méthodes, mais Gioia, qui a une grande expertise dans le domaine et qui a fait une grande revue de la littérature, préconise plutôt un retour le plus rapidement possible dès que l'enfant peut maintenir une attention pendant 30-45 minutes avec des aménagements. Donc un retour très progressif avec des aménagements il propose un modèle qui concilie en fait les deux méthodes et qui est assez intéressant également sur 5 étapes. Donc l'étape 0, l'enfant est au domicile avec très peu d'activité physique et cognitive, et à 5, c'est une reprise de la scolarité à temps plein sans aménagement. Donc on voit que pour chaque étape, les activités recommandées sont bien précisées, ainsi que les aides à apporter, et les critères de passage d'une étape à l'autre sont clairement définis. Donc ça va du repos total au domicile à une réintégration totale en adaptant, avec une augmentation régulière des exigences physiques et cognitives en fonction de l'évolution de l'enfant. Dans le traumatisme crânien léger, les symptômes peuvent être très variables d'un enfant à un autre, et on ne peut pas appliquer un protocole général à tous. Donc une adaptation et une individualisation des recommandations est nécessaire. Dans le protocole de GEA, par exemple, les enfants ne sont pas obligés de passer par toutes les phases. On adapte en fonction de l'état de l'enfant. Ce qui ressort, c'est l'importance de la collaboration entre tous les intervenants. Donc les équipes médicales doivent faire une évaluation précise de l'atteinte, doivent informer et éduquer les familles sur les séquelles possibles après traumatisme crânien, les rassurer et surtout leur apporter leur expliquer différentes stratégies pour y faire face. Il est démontré que le fait de faire une information orale et écrite constitue une aide assez intéressante pour la suite, en diminuant le stress psychologique et permet de diminuer le stress psychologique secondaire au traumatisme. La famille doit veiller à l'application du repos de l'enfant et rester en lien en permanence avec les équipes suivant l'enfant et l'école. Et l'école doit pouvoir aussi proposer un accueil adapté à cet enfant. Et il est souhaitable que tous les intervenants puissent être sensibilisés aux effets possibles du traumatisme crânien afin de pouvoir y faire face et mettre en place les aides appropriées. Donc en France, à ma connaissance, il n'existe pas de procédure nationale de reprise de la scolarité, mais plusieurs actions sont menées. La Société française de médecine d'urgence, dans ses recommandations, préconise une information précoce dans les services d'urgence avec une note écrite précisant la possibilité de survenue de complications et des conseils en cas
de complications et surtout rassurer les familles. Dr Chevrillon nous a parlé de tout le travail qui a été fait en 2004 et qui avait abouti à l'établissement de plaquettes d'information et de prévention sur le traumatisme crânien, dont une destinée aux familles et aux enfants qui abordent cette possibilité de survenue de difficultés, des conseils, la conduite à tenir et sur laquelle des conseils concernant la reprise scolaire, quelques conseils concernant la reprise de la scolarité sont donnés. Dans le cadre de la campagne nationale de dépistage et de prévention du traumatisme crânien léger, l'un des objectifs était de mener une action d'information et de prévention en milieu scolaire. Nous avons rencontré dans ce cadre-là le médecin conseiller technique du ministère de l'Éducation nationale, l'infirmière conseillère et le chargé des sports. Donc tous travaillent pour la direction générale de l'enseignement scolaire. Plusieurs choses ont été abordées lors de cette rencontre. Notamment une information des professionnels de santé scolaire sur l'existence du site traumatisme crânien léger afin qu'ils puissent y trouver les éléments et connaissances nécessaires. On avait également évoqué la possibilité d'intervention lors des journées de formation, mais cela est très compliqué à mettre en œuvre. Et la demande qui émanait de cette rencontre était l'établissement d'un document écrit destiné aux médecins scolaires, infirmières scolaires et aux enseignants, ou pour les sensibiliser sur les difficultés possibles et comment les prendre en charge. Donc ceci nous a amené à établir une fiche écrite, un document donc intitulé Traumatisme crânien et scolarité qui est disponible sur le site de France Traumatisme crânien et également sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Donc dans ce document, nous avons repris un peu la description des signes qui doivent alerter les enseignants et les inciter à prendre contact avec les famille et à envisager si nécessaire une rencontre avec l'infirmière scolaire ou le médecin scolaire. Donc l'absentéisme inattendu, la baisse des performances scolaires, l'apparition ou la majoration de difficultés de concentration, les difficultés à mener des tâches complexes, des difficultés pour mémoriser des informations nouvelles, modification du comportement, etc. Donc les différents symptômes possibles ont été expliqués avec des mots simples. Et pour chaque symptôme, nous avons proposé une liste d'aménagements établie à partir d'un livret qui existe déjà pour les enfants porteurs de tumeurs cérébrales et qui peuvent présenter des difficultés similaires. Et nous avons été soutenus également par l'équipe du Centre de suivi et d'insertion des hôpitaux de Saint-Maurice qui a une grande expérience sur l'accompagnement à l'intégration scolaire, sociale et familiale des enfants avec lésions cérébrales acquises. Donc, dans ce document, on insiste aussi sur l'importance de pouvoir faire appel aux médecins scolaires au bout de 4 semaines si des difficultés persistaient pour que les enfants puissent bénéficier d'une évaluation beaucoup plus fine par des médecins spécialistes, des bilans et que des rééducations puissent être mises en place si besoin. Donc le document est disponible en 2 versions, courtes et longues, beaucoup plus détaillées sur le site de France Traumatisme crânien et également du ministère de l'Éducation nationale. Donc on voit bien que l'évolution après traumatisme crânien de l'enfant est généralement assez positive, mais il peut exister un dysfonctionnement cognitif transitoire ou plus durable qu'il faut rapidement identifier et prendre en compte pour éviter les difficultés dans la scolarité. Et donc le retour à l'école constitue un véritable challenge durant cette phase de récupération.
Donc les perspectives seraient une meilleure coordination entre les médecins, la famille et l'école, la formation des médecins et de tous les intervenants auprès de ces enfants sur les spécificités du traumatisme crânien léger et les conséquences possibles sur les apprentissages des enfants est fondamentale afin de pouvoir proposer des accompagnements adaptés. Il faudrait réfléchir peut-être à des filières ou des liens beaucoup plus systématiques entre les médecins urgentistes, les médecins pédiatres et la médecine scolaire. Il est important de mener des actions d'information et de prévention dans les écoles et les lieux où ces enfants pratiquent du sport. Donc une plus large diffusion des plaquettes de prévention est nécessaire. Et on pourrait aussi réfléchir à développer et généraliser un protocole beaucoup plus élaboré, basé sur les fiches déjà existantes et en s'inspirant un peu de ce que proposent Ilvisaker et GIUA pour mieux cerner ces difficultés et puis mettre en place les aides nécessaires afin que ces enfants puissent avoir une réintégration scolaire la plus optimale possible. Merci. Merci Anna. Merci Anna. Donc on passe tout de suite à David Plantier. Donc actualité, recherche bibliographique. Y a-t-il des lésions dans les traumatismes crâniens légers? Nous allons le savoir. Bonjour à tous. L'idée de cette présentation était d'essayer donc de déterminer effectivement les preuves, quasiment au sens juridique du terme, ou de réparation juridique du dommage corporel, après traumatisme crânien, après tout ce qui a été dit déjà. Un des supports également, c'est de voir beaucoup de ces patients en consultation qui viennent vous voir et qui vous disent finalement, dans les suites d'une expertise, on m'a dit que j'avais eu un traumatisme crânien réputé léger, mais que j'avais un syndrome post-commotionnel, mais que finalement l'imagerie cérébrale de routine et que j'ai est normale, et on m'a dit d'aller voir un psychiatre. Donc je voulais essayer de voir s'il y avait dans la littérature ces éléments de preuve lésionnelle. On m'a dit donc, comme mon IRM était normal, il n'y avait rien, et d'aller voir un psychiatre. Alors, le support de cette revue de la littérature, modeste tout de même, se fait sur PubMed avec les mots-clés suivants, évidemment en langue anglaise, MTBI, Mild Traumatic Brain Injury, Concussion, Concussion Syndrome, je vous laisse lire, les DAI pour Diffuse Axonal Injury, Physiopathologie, Neuroimaging, parfois aussi des recherches par auteur qui ont été pointées comme particulièrement impliquées dans la recherche de ces éléments de preuve également. Ça représente, je dirais, 100 ou 150 titres et résumés consultés, en finale 35 articles consultés de manière un petit peu plus fouillée. Les effets microstructuraux après traumatisme crânio-cérébral, alors un nouveau terme, traumatisme crânio-cérébral, c'était un petit peu par rapport au débat qui a été dit ce matin, je l'avais déjà fait la diapo comme ça, mais au moins il y a les deux mots, le crâne et le cerveau. Je voulais commencer par quelques perspectives historiques. Je passe peut-être sur cette diapo parce qu'elle n'a pas grand intérêt et je ne voudrais pas être hors temps, pour attaquer d'emblée sur ce qu'écrit Holborn, une publication du Lancet de 1943. Ce n'est pas un médecin, c'est un physicien, qui décrit toute la vulnérabilité particulière du cerveau et ses propriétés mécaniques singulières, avec un faible coefficient d'allongement, un fort coefficient de compressibilité. Il assimile finalement le cerveau à un gel d'eau, avec ses propriétés particulières, et qui est un des premiers à décrire donc la théorie du cerveau mobile à l'intérieur de la boîte crânienne. J'ai voulu repérer aussi spécifiquement le papier de Stritch qui est en fait la première description historique des lésions axonales diffuses, même si elle était faite chez un traumatisé crânien sévère. On remonte un petit peu le temps, je vous ai fait cette présentation un peu sur un gradient historique jusqu'à une époque plus contemporaine. 1968, un papier d'Oppenheimer, 59 traumatisés crâniens, toutes sévérités confondues, c'est de la nécropsie. On retrouve des déchirures axonales donc susceptibles d'être à l'origine de la perte transitoire
de conscience, c'est intéressant déjà, la présence d'un profil de dégâts axonal qui peut être identifié pour toutes les sévérités des traumatismes crânio-cérébraux, y compris le léger. Une seule étude animale, puisque en fait il y a un modèle mécanique qui a été mis en œuvre sur un certain nombre de publications des années 80 par Jen et Gennarelli sur le singe, qui donc sur des singes macaques, on est en 85, la tête est fixée à un casque avec un actionneur pneumatique. On donne une accélération, décélération brutale sur 60 degrés. On a véritablement un mécanisme d'aller-retour qui correspond en fait à un coup de fouet cervical. Les études se font à cette époque en imprégnation argentique, donc le singe est sacrifié, le cerveau étudié 7 à 30 jours plus tard, et on retrouve sur les cerveaux une dégénérescence axonale au niveau des colliculus inférieurs et bulbo-protubérantiels. Les travaux de Bloomberg, qui lui nous fait une cartographie anatomopathologique des lésions. On a évolué, on n'est plus dans l'imprégnation argentique, on est dans l'immunomarquage. Et on a une comparaison histologique d'un groupe de 6 patients décédés après traumatisme crânien sévère à 6 autres traumatisés crânio-cérébraux légers. On retrouve des corrélations étroites entre les deux groupes au niveau du corps calleux et du fornix. On avance un peu dans le temps, une revue de Medana qui conclut en le fait que le dommage axonal est un prédicteur clé du devenir et que c'est une véritable donnée universelle après traumatisme crânio-cérébral, qu'il soit sévère, modéré ou léger, repris par nombreux autres auteurs. Donc on est sur de l'immunomarquage par anticorps, anti-bêta, amyloïdes, précurseurs, protéines, bref, des études aussi qui démontrent toute cette dynamique lésionnelle après l'accident, dont on évoquera quelques éléments tout à l'heure. Pour en arriver aussi à cet article de 2013, qui, par rapport à la publication de Holborn du Lancet de 1943, nous sommes 70 ans plus tard, l'article fait en quelque sorte toute la revue de la littérature sur tout ce qui a pu être écrit sur les lésions axonales diffuses, 70 ans après. Donc une des caractéristiques pathologiques la plus commune après traumatisme crânio-cérébral, toute sévérité, c'est donc ces lésions axonales diffuses. Les axones de la substance blanche sont spécialement vulnérables. Les lésions axonales diffuses représentent le substrat de la perte de connaissance immédiate, substrat clé de la commotion cérébrale, du traumatisme crânio-cérébral léger. La durée de la perte de connaissance ou du coma est directement liée à l'étendue des lésions axonales diffuses. Et l'accélération rotatoire du cerveau est le mécanisme principal des forces mécaniques responsables de ces lésions axonales diffuses. Donc toute cette cascade dont je vous parlais tout à l'heure, chimique, sur laquelle je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui parce qu'on n'en a pas le temps, mais on parle de rupture de cytosquelette axonal, interruption du transport axonal, une excitotoxicité au niveau du calcium, des modifications également au niveau de l'ion sodium, des dysfonctionnements mitochondrial, l'œdème cellulaire qui s'installe, l'atteinte gliale et cérébrovasculaire, l'ischémie, la mort cellulaire par apoptose et une dégénérescence valérienne. Pour arriver à une publication de 2015 qui est issue d'un livre de Bigler qui nous dit qu'un donnage cérébral suffisant pour induire un changement physiologique n'est pas forcément suffisant pour induire un changement morphologique, que la vulnérabilité particulière de certaines régions, donc c'est toujours les mêmes, couronne radiaire, capsule interne, pédoncules cérébraux, corps calleux. Les champs de contraintes mécaniques diffèrent d'un neurone à l'autre, c'est un peu plus compliqué. Avec une organisation en réseau, une théorie qui est bien connue sur les aspects neuropsychologiques, puisque tout le cerveau, les hémisphères, d'un hémisphère à l'autre, il y a des passerelles, des concentrateurs, des relais. Finalement, une petite lésion affectant un point clé perturberait le réseau entier. Après ces éléments de structure sur le plan anatomopathologique, on va passer à ce qu'on peut retirer par rapport à la neuroimagerie. Il faut distinguer la neuroimagerie de routine, celle qu'on va pouvoir avoir dans n'importe quel centre hospitalier ou clinique d'à côté, où on aura des séquences classiques, je ne vais pas trop m'attarder non plus là-dessus, T1, du T2, du FLAIR T2, du T2 étoile, qui va être de toute façon l'imagerie de première ligne, et puis celle qui finalement est la plus facilement disponible,
et celle qu'on a finalement également, que l'on retrouve aux différentes expertises dans un contexte médico-légal. Donc elle est souvent considérée comme normale, pas toujours. Elle a des limites de détection, bien sûr. La neuroimagerie plus avancée, elle, est plus élitiste, avec des séquences plus particulières. Ça a déjà été discuté ce matin au niveau du DTI, du SWI, l'IRM fonctionnel, on va y revenir. Pour citer aussi un article de Toth de 2015 qui nous dit que finalement il y a de nouvelles techniques année après année, alors que certaines d'entre elles sont vieilles de plusieurs décennies, avec des capacités qui ne sont pas encore pleinement découvertes, avec des nécessités d'opérations et d'évaluations spécialisées. Malheureusement, ce sont des protocoles de recherche où on a parfois des heures d'acquisition de données et des dizaines d'heures de traitement de ces données. Alors si on commence par une publication de You de 2013 qui est intéressante parce qu'elle a beaucoup d'éléments qui en fait viennent d'une neuroimagerie de base, de routine, 135 traumatisés crânio-cérébraux légers, en fait sur du multicentrique répartis en 3 centres de niveau 1 aux États-Unis. Ils ont un scanner cérébral le jour même et une IRM qui, vous le voyez, se fait en gros en moyenne 16 jours plus tard. Il y a dans ces 135 un seul Glasgow 13, 26 Glasgow 14, 108 Glasgow 15. Et déjà, ce protocole permet de retrouver 44% d'anomalies en neuroimagerie et 27% de traumatisés crâniens légers dont le scanner initial est normal ont des lésions en IRM dans ce protocole. Il est aussi considéré que la présence même d'une hémorragie pétéchiale est un marqueur de lésion axonale diffuse, y compris bien sûr traumatisme crânien léger. Ce que je trouvais intéressant dans cette étude, c'est que donc c'est une étude qui nous vient d'une équipe intitulée Track TBI Study, je crois qu'elle a été citée ce matin. C'est une étude multicentrique qui a déjà publié pas mal de choses. L'intérêt, c'est qu'ils se sont basés sur ce qu'on appelle les CDE, enfin des Common Definition Elements, c'est-à-dire qu'ils sont allés définir des éléments de données communes pour le recueil des données. Donc d'un centre à l'autre, la manière de recueillir les données IRM est la même, est protocolisée. Donc ils ont un premier niveau qui est la recherche d'un dégât axonal sur 1 à 3 foyers, et puis la lésion axonale diffuse qui commence à être définie à partir de 4 foyers de dégâts axonal. Il y a aussi des éléments pour différencier les anomalies en aigu et en chronique. Donc ce TBI-CDE fait partie des recommandations consensuelles donc pour la définition et la collection des données issues des meilleures pratiques de recherche sur le traumatisme crânio-cérébral léger, validées par toutes les instances nord-américaines. J'avais retenu cette étude parce que c'était pour moi enfin une définition, une méthode commune entre les différents articles, et je pense qu'il faudra surveiller ces publications qui seront à mon avis très intéressantes. Si on part sur des séquences un petit peu plus particulières, donc le DTI en anglais, Diffusion Tensor Imaging, on en a un peu parlé ce matin, une étude de Nyoji 2008, qui est déjà en 2008 sur un appareil 3 Tesla, c'est la puissance donc de l'aimant de l'IRM, qui est la première donc en 3 Tesla sur du traumatisme crânio-cérébral léger. Il y en a donc 34 en comparaison à 26 témoins. On a une réduction de la fraction d'anisotropie au niveau de la couronne radiaire, faisceau inciné, genou du corps calleux, faisceau longitudinal inférieur, cingulum. On retrouve toujours nos régions qui déjà apportent donc cette recherche et une preuve finalement de déstructuration donc de la substance blanche. Ulkower 2013 qui nous dit un article également intéressant puisqu'il s'agit de 10 années finalement de recul de cette séquence DTI et 100 articles plus tard. Donc les conclusions sont les suivantes. Le consensus est que le DTI différencie les patients après traumatisme crânien des sujets contrôle. Donc là déjà on était un peu rassurés. C'est une mesure robuste de l'importance des dégâts axonotraumatiques, un outil pronostic également dans le soin après traumatisme crânio-cérébral, et la nécessité de poursuivre les études du fait d'une cette fameuse et toujours hétérogénéité des travaux. Pour passer maintenant à cette séquence qui est le SWI, Susceptibility Weight Imaging, SWI pour les intimes, je
voulais commencer à vous rappeler que finalement le sang est composé de molécules évidemment d'hémoglobine, qu'une molécule d'hémoglobine c'est l'association de 4 molécules d'hème, et dans une molécule d'hème il y a un atome de fer. Si on prend donc 4 molécules d'hème qui s'associent pour former la structure tridimensionnelle de la protéine hémoglobine, on finit par avoir 4 atomes de fer métal. Et évidemment, lorsque ce fer va s'écouler sur une lésion cérébrale, les macrophages ou les cellules nettoyeuses vont dégrader la protéine hémoglobine, mais évidemment ne pourront pas dégrader les atomes de fer. Ces atomes vont donc se retrouver sous forme d'une espèce de tatouage ferrique qu'on appelle l'hémosidérine. Évidemment, fer et champ magnétique d'une IRM, on arrive sur ces imageries de susceptibilité à retrouver donc ce tatouage et donc la preuve d'un saignement cérébral. Il me paraissait intéressant de vous proposer cette étude de 2015, toute récente, qui compare le T2 étoile de routine au SWI dans la détection de micro-saignements, les microblèdes, à propos de 63 traumatismes crânio-cérébraux légers. La détection se fait donc chez 47 patients en SWI contre 35 en T2 étoile. La détection de 276 microblèdes en SWI contre 147 en T2 étoile. On voit donc que le SWI, le SWI, est beaucoup plus sensible sur la détection des microblèdes que ne l'est le T2 étoile. On a ici également un appareil 3 Tesla. Les patients ayant eu un trouble de conscience ont plus de microblèdes en SWI et il y a des corrélations significatives entre l'existence d'un syndrome post-commotionnel et des microblèdes. Et enfin, le nombre de microblèdes est prédictif de la survenue d'un syndrome post-commotionnel. On va passer plus rapidement sur la neuroimagerie fonctionnelle. Vous voyez que je ne vous parle pas du scanner parce que le scanner, finalement, les résultats sont assez pauvres, même si, bien sûr, c'est l'imagerie de routine réalisée en première ligne. On sait qu'on a entre 2 et 10, peut-être 15% sur certaines études de scanners qui sont positifs et qu'il faut aller sur une imagerie. Si on veut apporter, encore une fois, cette preuve du dommage, aller sur des imageries par IRM. Vous serez peut-être un peu déçu par ma présentation sur l'imagerie fonctionnelle. Il faut reconnaître qu'elle est... j'essaye de rester dans des séquences disponibles. Les IRM fonctionnels, les TEP, c'est quand même pas forcément quelque chose de facile à obtenir. L'IRM fonctionnel, il y a pas mal d'études avec des paradigmes. Ça a été aussi développé ce matin. On en retrouve à peu près 193 à propos de traumatisme crânio-cérébral léger. Il y a quelques études très intéressantes aussi chez les sportifs où on passe toute l'équipe avant saison et après saison où on trouve des anomalies évidemment. Ce qui a été aussi dit ce matin par Monsieur Messé par rapport à l'IRM fonctionnel de repos où on commence à retrouver à peu près 28 articles dans le traumatisme crânien léger. Bon, à ce jour, c'est pas considéré comme une technique diagnostique de la commotion. Ça reste malheureusement un outil de recherche de la connectivité cérébrale et des réseaux neuronaux. Sur la spectroscopie IRM, c'est pareil, il y a assez peu d'études. Il y en a 19 qui sortent. À ce jour, c'est pas non plus considéré comme une technique diagnostique de commotion. Ça reste quelque chose de recherche. Et enfin, sur le TEP scan, encore moins d'études, 12. C'est pareil, c'est pas vraiment considéré comme une technique diagnostique de commotion. Ça passe pas toujours très bien, toutes ces imageries fonctionnelles, encore une fois, en expertise. On a du mal, il faut ressortir toute la littérature pour arriver à faire ressortir ça comme un élément de preuve. En conclusion, il est évident que les éléments de preuve directs et certains, au sens juridique du terme, sont anatomopathologiques. Par contre, bien sûr, la neuroimagerie apporte une belle contribution, mais au prix de protocoles d'imagerie poussés, spécialisés, malheureusement souvent hors routine. Intérêt du DTI, du SWI, intérêt de l'imageur 3 Tesla, lorsque, si vous connaissez dans votre entourage un CHU qui possède ce type d'appareil, donc les imageurs IRM classiques sont des 1.5, la puissance de l'aimant, si on l'augmente, ça permet d'améliorer le rapport signal-bruit, permet d'avoir une meilleure définition de l'image.
si vous avez un 3 Tesla accessible, il y a quand même de plus en plus de villes qui en ont un qui n'est pas dédié recherche. Il faut essayer de discuter avec le radiologue pour essayer d'entrer au moins dans ces imageurs dans le traumatisme crânien léger. Évidemment, essayer de standardiser ce que l'on recherche. Si on avait cette meilleure standardisation, on arrêterait de faire chacun nos études dans nos coins et on arriverait à avoir une meilleure puissance statistique avec plus de patients. Peut-être faut-il aussi combiner cette neuroimagerie et les marqueurs biologiques. Je vous remercie. Bien. Merci David. Donc nous avons le temps, tout petit peu de temps pour quelques questions. Moi, je voulais vraiment remercier les orateurs pour la qualité des présentations qu'ils nous ont faites. Hein. C'est très, les orateurs peuvent venir. Vraiment très intéressant. J'ai plein de questions, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, j'en prendrai qu'une, qui va s'adresser à notre collègue de Saint-Maurice sur l'enfant et l'école. Donc à toi. Ça, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet important, parce qu'on est un peu désarmé vis-à-vis de ce problème, et pourtant, il faut s'occuper de ces enfants. Et autant je suis assez confiant sur la possibilité d'organiser quelque chose chez les jeunes enfants à l'école primaire, parce qu'on a un seul interlocuteur et que les familles ont relativement accès à l'école, autant je suis bien plus dubitatif sur l'école secondaire, là où on a la majorité de la troupe, c'est-à-dire les adolescents qui n'ont qu'une idée, c'est de se casser la figure le week-end et de se casser la tête. Et ceux-là, je ne sais pas comment organiser ça, et je voudrais avoir ton commentaire sur cette différence entre l'école primaire et l'école secondaire dans cette aventure. Effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'en école primaire, c'est beaucoup plus facile parce que voilà, il y a l'infirmière scolaire, l'enseignante, donc la discussion est beaucoup plus facile. Alors, l'idée, c'est, dans ces cas d'intégration, il faudrait qu'on puisse avoir un référent. Donc un genre de case manager qui ferait le lien entre l'enfant, la famille, les équipes médicales lorsque cela est possible et les professeurs. Je pense qu'au niveau des collèges, c'est vraiment, ce serait l'idéal et c'est ce vers quoi il faudrait tendre. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Nous, dans notre pratique, on s'appuie beaucoup sur les médecins scolaires, la médecine scolaire, les infirmières scolaires, et ça marche. C'est personne dépendante, hein, franchement. Mais l'idéal serait qu'il y ait un case manager, un genre de case manager qui puisse vraiment coordonner cette réintégration scolaire en restant en lien avec tous les interlocuteurs. Je voulais juste rajouter un mot pas plus sur ce sujet-là, pour remercier notre collègue psychiatre, parce que c'est le seul, il a fallu que ça vienne de la psychiatrie, qui nous a dit que le traumatisme crânien était une histoire d'inflammation qui démarrait et qui allait continuer, et que l'inflammation, on n'en a pas beaucoup parlé, et pourtant c'est un phénomène physiopathologique majeur dans ces aventures. Oui, effectivement, on est à la croisée des chemins, où avant il y avait la neurologie, la psychiatrie était une seule et même spécialité, et maintenant c'est vrai que les avancées des neurosciences, notamment en termes de neurophysiologie, à mon avis, ont montré des déterminants conjoints. Alors je peux vous en dire un petit mot. Effectivement, dans les cas des syndromes post-traumatiques, on a l'impression qu'il y a des faisceaux entre différentes zones du cerveau, entre notamment le cortex préfrontal, l'hippocampe et l'amygdale, qui sont des faisceaux de substances blanches qui, lorsqu'ils sont endommagés, soit pour des raisons fonctionnelles, soit pour des raisons traumatiques, favorisent l'expression ou la pérennisation d'un syndrome psychotraumatique. L'inflammation cérébrale se base aussi sur l'inflammation périphérique, si j'ai bien compris les derniers travaux que j'ai lus. Et c'est-à-dire que l'inflammation périphérique aussi d'un polytraumatisme, dans une jambe cassée ou ce genre de choses, va majorer l'inflammation cérébrale et donc des symptômes psychiatriques et neurologiques, même s'il est difficile de rattacher un symptôme à une discipline. Je pensais peut-être d'ailleurs que le docteur Compère, qui est rééducateur fonctionnel à Percy, pourrait peut-être nous dire quelques mots de l'articulation du binôme psychiatre-rééducateur fonctionnel dans la prise en charge de ces patients. Je pense qu'il pourra le faire mieux que moi. Vous voulez dire un mot peut-être ? Si on a un micro au fond pour...
Oui, bonjour. Donc, je travaille effectivement à l'hôpital Percy également, en tant que médecin de MPR. Comme disait Dr Oxemery, tout est assez lié. Traumatisme crânien léger, des syndromes psychiatriques, notamment état stress post-traumatique. On travaille beaucoup actuellement au niveau militaire sur notamment les conséquences des blasts. Au niveau cérébral, sur les conséquences, les risques de traumatisme crânien léger, secondaire au blast, dont on a un petit peu parlé au début de la journée, parce qu'on s'aperçoit qu'un patient qui a été confronté à une explosion peut très bien avoir eu une commotion cérébrale avec un traumatisme crânien léger, qui passe souvent inaperçus, notamment si ce sont des impliqués, c'est-à-dire qu'ils ont été à côté de l'explosion, mais qu'il n'y a pas eu de traumatisme physique, et ils sont repartis, et voilà, et on s'aperçoit, ça revient à ce qu'on disait ce matin, que ces patients-là, notamment les blastés, peuvent tout à fait avoir des problèmes de traumatisme crânien léger, sur des commotions cérébrales, et ils sont aussi plus susceptibles de développer des états de stress post-traumatique. Et donc c'est vrai qu'actuellement sur l'hôpital, on travaille beaucoup avec les psychiatres sur la prise en charge de ces patients blastés. Voilà, donc actuellement on voit pas mal en MPR des patients blastés avec état de stress post-traumatique en bilan. L'idée c'est aussi de suivre les patients blastés qui arrivent à l'hôpital, au moins pour être sûr qu'il n'y a pas eu une perte de connaissance ou une altération de l'état de conscience initiale, et de faire ce qu'on expliquait, cette éducation initiale, et si problème cognitif persistant, éventuellement les revoir et les bilanter. Mais effectivement, on est vraiment en travail permanent, conjoint entre MPR et psychiatre, avec tout le travail aussi en amont de sensibiliser les médecins d'unité chez ces jeunes militaires qui reviennent de mission et qui ont parfois été victimes d'une explosion sans aucun traumatisme, et puis qui peut-être plus tard vont développer des troubles cognitifs sur un TCL qui serait passé inaperçu. Voilà, donc c'était pour compléter ce que disait mon collègue. Je propose une dernière question par Jean-Luc Truel, et puis après on fera une pause de 10 minutes. Donc à toi Jean-Luc. Et je rappelle pendant ce temps-là qu'il ne faut pas oublier de remplir les questionnaires de satisfaction. Voilà. C'est bien. J'ai une double question. Une première question à M. Oxemery sur quel est son choix personnel en matière de psychothérapie préventive ou d'accompagnement du syndrome post-traumatique. Puis je dis tout de suite ma deuxième question qui s'adresse à David Plantier. Il ne nous a peut-être pas assez parlé quand même de l'IRM fonctionnel, parce que je pense que sur le plan de la recherche, c'est quand même intéressant d'avoir une correspondance entre la mise en évidence d'un trouble neurocognitif et de ce qui se passe. Et ça pourrait basculer assez vite dans la pratique clinique, parce que ça ne dure pas forcément tellement de temps. Je vais commencer brièvement, et puis je vais en profiter pour... alors, les psychothérapies préventives, ma connaissance, ça n'existe pas. Donc, on est dans la psychothérapie, on est au moins dans la prévention, parfois la prévention secondaire, dit-on, mais je crois qu'en réalité, on est dans le soin. Donc, il n'y a pas vraiment, pour moi en tout cas, il n'y a pas de psychothérapie préventive. Alors, en fait, je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins, et qu'il y a des psychothérapies qui ont des noms différents, mais qui en fait ont des mécanismes d'action communs. On ne sait pas encore bien lesquels. C'est vrai que classiquement, dans les armées, on a une orientation plutôt psychanalytique, plutôt psychodynamique, mais on est aussi ouvert à d'autres techniques, et notamment le MDR qui s'est beaucoup développé et qui donne des résultats assez satisfaisants. Donc pour nous, c'est plutôt psychothérapie, psychodynamique et éventuellement MDR pour les personnes formées. Par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est thérapie comportementale et cognitive, dans les traumas graves, eh bien, nous trouvons que ça donne de mauvais résultats. Juste une précision, je m'intéresserai à l'aspect orthophonique de ces prises en charge, puisque vous avez noté que le traumatisme psychique est marqué par l'indicibilité, et on a trouvé aussi dans ces cohortes de patients des troubles de l'expression, d'une part. Alors que d'autre part, j'ai eu le plaisir de voir qu'il y avait des travaux effectivement sur les troubles de la communication et du langage chez les patients traumatisés crâniens. Donc je pense là il y a un champ de recherche avec des perspectives thérapeutiques très intéressantes qui devraient être explorées par nos collègues orthophonistes. J'espère que ce sera l'objet de travaux
futur. Alors, l'IRM fonctionnel, alors c'est vrai qu'on ne peut pas se présenter en 15 minutes. Je suis plus attaché à essayer de faire la preuve au niveau structurel. C'est vrai que les imageries fonctionnelles, alors elles sont quand même pas faciles à obtenir. C'est quand même des protocoles de recherche, il y a des paradigmes derrière, il y a une tâche de mémoire de travail, de comptage, bref, c'est quand même pas simple. Je crois peut-être un peu plus dans l'IRM de repos, qui elle sera peut-être plus facile. Et je crois aussi peut-être davantage au moins dans des appareils un petit peu plus puissants pour arriver encore une fois à augmenter le pouvoir de résolution spatiale des imageries. Toujours dans le cadre, encore une fois, de la réparation juridique des images corporelles, où ces protocoles de recherche en IRM fonctionnel vont être fiables, passe quand même pas forcément très vite. Bien. Alors, je propose une interruption de 10 minutes, donc on devrait reprendre dans 10 minutes. Voilà. À 16h05. Merci.